Bienvenue dans Démasqué, la conversation où les masques tombent et où les muses révèlent leur vérité. À travers ces entretiens, la parole est à celles qui ont vécu le rituel du masque et on partage l'intime récit au-delà des images. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anaé Jali. Anaé Jali, comment vas-tu ? Hello, hello. Ben moi ça va très bien. Et toi ? Ça va super. Je commence par préciser que aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on teste un peu les possibilités technologiques. Tu es très 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 loin de moi. Là, c'est pas du tout la configuration habituelle où normalement la personne est assise juste à côté de moi sur le canapé et puis on a une conversation vraiment comment dire de vive voix, mais surtout l'un en face de l'autre. Là, pour tout dire, t'es en Guadeloupe, moi à Paris, et ça fait un moment qu'on doit avoir cette conversation, et bah, comme tu veux plus venir me voir ici, on a décidé de tenter les choses autrement. Donc déjà, merci de m'accorder ce petit temps-là. On va commencer tout simplement. La question la plus simple, hein. Qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Ben moi, c'est Anaé Jali. Disons que c'est mon nom d'artiste, hein, de modèle, en fait. Alors, pour la petite histoire, Anaé Jali, ça veut dire celle qui soigne, c'est un lingala. D'accord. Et j'aime beaucoup ce nom parce que, en fait, je suis infirmière. Et du coup, ça me correspond très bien. Et en spiritualité, on dit souvent que les femmes soignent. Donc, je trouve que ça me correspondait très bien. Donc, du coup, comme je disais, je suis infirmière et aussi naturopathe et je me forme à d'autres choses comme les massages californiens, etc. D'accord. Donc, voilà. Je pousse vers le bien. Donc, oui, j'ai bien entendu infirmière, bien-être, naturopathie. Tu as parlé aussi c'est ton nom d'artiste et de modèle. Je sais pas pourquoi tu as dit entre guillemets. Va falloir que tu m'expliques pourquoi. Avant ça, parce que j'ai beaucoup de questions. Tu vois, rien qu'avec ton intro, je suis obligé d'aller te taquiner sur plein de sujets. Mais avant ça, j'aimerais savoir quel est ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, c'est la patience. Je suis pas patiente. D'accord. Depuis toujours ? Oui, hein, en tout cas depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai jamais été très très patiente. J'aime quand je suis lancée, j'aime avoir ce que je veux, comme je le veux, et j'ai beaucoup de difficultés à attendre. J'aime pas. Voilà. Ok. Et tu dirais que à quel moment ça t'a le plus desservi ? Est-ce que tu as un exemple en tête où ton impatience t'a joué un vrai tour ? Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais nous sommes des êtres qui devons fonctionner, en groupe, toujours. Oui. Donc, parfois, certains projets ne comptent pas que sur nous-mêmes, donc il faut attendre que les gens soient disponibles ou attendre que tout le monde soit prêt. Et c'est là que je peux me jouer des tours parce que j'ai tendance à me fâcher un petit peu parce qu'il faut attendre que tout le monde soit OK. Et, moi, j'aime pas. Ok. Bon, il y a des choses que j'entends qui me ressemblent assez. T'as dit il faut être en groupe toujours. Moi, c'est le toujours sur lequel je suis pas d'accord parce que j'aime bien être solo souvent. J'aime beaucoup être en groupe. J'ai un entourage vraiment super. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me retrouve seul, où je me retrouve tout court, en fait. Et j'en ai vraiment besoin. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Et j'en ai parlé sur un autre podcast. J'ai eu l'habitude de discuter de ce sujet-là où je suis un peu celui qui est vu comme
le loup solitaire, celui qui arrive pas à s'accorder avec les autres. Mais c'est qu'avec le temps, je me suis tellement rendu compte que j'étais différent que j'arrête de saouler les gens avec ma singularité. Je préfère la vivre pleinement qu'essayer de m'accorder, quoi, tout simplement. Donc j'entends ça, et puis je suis sûr qu'en discutant, on va retrouver des petites anecdotes sur lesquelles ton impatience a pu se manifester. Mais comme on n'est pas là pour parler, vas-y. Ouais. Pardon. Oui. Mais moi, c'est pas que toi, hein. Je suis très solitaire, donc en fait, j'ai vu que j'étais très impatiente, et donc j'essaie de faire le maximum de choses toute seule par moi-même. Ouais. Comme ça, d'attendre, et au pire, si c'est pas possible, hein, je suis plus enclin à l'accepter. Okay. Voilà. Ok. Je commence toujours par poser la question sur le défaut, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelle est ta plus grande qualité? La plus grande qualité, franchement, je sais pas. Je vais te laisser le temps de réfléchir. Alors. Parce qu'on peut pas finir sur les défauts, c'est pas possible. C'est clair. Alors, ma plus grande qualité. Si c'est une question d'humilité, que tu veux pas trop te vanter entre guillemets, pense un petit peu à ce que les gens autour de toi disent de toi. Ça peut peut-être t'aider, te mettre sur une piste. C'est ce à quoi je pense, et je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. D'après ce que mon entourage me dit. Ok. Moi, je fais un lien direct avec la façon dont tu t'es présenté. Celle qui soigne, il y a quand même une intention thérapeutique, une volonté, alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais de s'améliorer soi-même pour être un terrain fertile pour aider les autres. Moi, je trouve que c'est une qualité d'avoir cette envie-là et cette mission de vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, c'est ta mission? Oui, on peut, hein. Alors, je dois vérifier si ça l'est vraiment, mais je pense que oui, hein, puisque j'ai toujours été attirée vers ça. Donc, on peut dire que c'est la mission de vie, oui. Et effectivement, je suis totalement dans cette démarche-là, puisque comment peut-on soigner les autres sans se soigner soi-même d'abord? Ou en même temps, en tout cas, parallèlement. Ouais. Donc, ça m'intéresse. Tout ça, je note tout dans ma tête. Il y a plein de questions qui fusent, tout ça, mais je pense à ça, c'est-à-dire se soigner soi-même, s'améliorer, penser aux autres, etc., etc. On y reviendra tout doucement. Pourquoi cette conversation? Tu le sais, on a fait pas mal de projets photographiques ensemble. Donc quand tu me dis modèle, comment t'as dit ça tout à l'heure? Entre guillemets, je crois que ça dit un truc comme ça. Moi, je réfute totalement les guillemets parce que je vois pas pourquoi tu les ajoutes. J'ai eu l'occasion de travailler avec toi plein de fois et je vais raconter quelques petites anecdotes pendant cette conversation. Mais on a travaillé sur un projet, donc je pense que c'était le tout premier. Je suis même sûr que c'était le tout premier, où je t'ai expliqué un petit peu ma démarche. Je ne sais plus trop ce que je t'ai expliqué, c'est pour ça que j'aimerais aussi avoir un peu l'envers du décor, la façon dont toi tu l'as vécu, la façon dont tu t'en souviens. Et donc le but de ces conversations, c'est un peu ça, c'est de revenir un peu sur nos pas et puis voir comment cette collaboration est née, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui, etc., etc. Mais avant de rentrer dans le détail de ce projet donc qui s'appelle Démasqué et qui fait l'objet de ce podcast, je te dirais le mot nymphe, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Alors, le mot nymphe m'évoque la nature, un peu l'univers de la nature, ça m'évoque la spiritualité, ça m'évoque j'ai envie de dire de la sorcellerie, mais pas dans le terme péjoratif qu'on connaît. Ok. Voilà. D'accord. J'ai souvent cette conversation quand je me moque de quelqu'un et que je dis sorcier ou sorcière. Il y a un côté
péjoratif, négatif. Et il semblerait que toi, tu y vois quelque chose de positif. Tu as parlé de spiritualité. Je pense qu'on aura un petit moment pour parler de tout ça. Le mot nymphe, qu'est-ce que tu dis si je te dis que c'est en montrant cette photo-là que donc il y en a un petit principe dans cette émission, c'est que la muse qui te précède voit ta photo et doit me laisser un mot-clé que cette photo lui évoque. D'accord. Et donc c'est le mot qui a été retenu. Ok. Est-ce que tu es en accord avec ça? Oui. Vu la description que je viens de te faire, oui, totalement en accord. Ok. Donc je précise, donc j'ai la définition sous les yeux. Divinité féminine secondaire personnifiant les forces vives de la nature, qui hantait les eaux, les bois et les montagnes, et qui est représentée sous la forme d'une gracieuse jeune fille. Voilà. Alors, c'était pas du tout prévu, mais du coup, je suis obligé, parce que ce mot est sorti, de parler de notre dernier shooting. Comme ça fait des années que je te dis, bah tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas shooté, quand est-ce que tu reviens sur Paris? On parlera de ton déménagement, tout ça, mais quand est-ce que tu reviens sur Paris? Quand est-ce qu'on fait un projet? Bah j'attends, t'étais censé revenir, donc tu m'expliqueras pourquoi t'es pas revenu, mais à un moment donné, donc l'année dernière, j'ai eu la chance et l'opportunité de m'envoler pour la Guadeloupe. Et donc on devait se voir, je devais te remettre un livre, et puis ce jour-là, donc je te dis, écoute, je suis inspiré, on est en train de partir avec mes amis, on va à la Soufrière. Est-ce que ça te parle si on essaie de faire quelque chose? Et puis on arrive là-bas, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc il y a une source d'eau chaude en bas, il y a beaucoup de nature, il y a des arbres qui m'inspirent, enfin il y a tout un environnement qui me parle. Je commence à chercher mon matériel, que j'ai en général toujours sur moi, un peu de peinture, des postcards, et là j'avais prévu de la peinture et des pinceaux, et je retrouve pas mes pinceaux. Ça m'était déjà arrivé la semaine d'avant en Guadeloupe, donc là je me dis attends, c'est pas possible, là il y a quelque chose de spirituel justement qui essaie de m'empêcher de m'exprimer en Guadeloupe, et ça commence à vraiment m'énerver. Aujourd'hui ça va pas se passer comme ça, donc j'en parle avec Félix, que je remercie d'ailleurs à cette occasion pour le calme que j'ai ressenti à son contact, et qui m'a permis de retrouver un peu mes esprits, où je disais bon, de toute façon écoute, je vais essayer de le faire, même si c'est avec les doigts, je vais peindre avec les doigts, et puis on va arriver à faire quelque chose, quoi. Et pile quand je dis ça à Félix, j'ai comme un flash, et je lui dis écoute, regarde dans mon sac, dans le fond du sac, j'ai l'impression que j'avais mis des pinceaux la dernière fois, que c'est pas ceux que j'avais prévu de prendre ce jour-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des pinceaux dans mon sac. Et finalement, il me retrouve les pinceaux, je fais une peinture, et donc tu poses dans cette source d'eau chaude avec plein de nature derrière, et cette photo là qui n'est pas du tout dans le livre, qui est donc le dernier projet qu'on a fait ensemble, correspond parfaitement à cette idée de nymphe que je ressens personnellement à chaque fois que je suis en contact. Donc c'est très étrange qu'une autre personne qui a vu donc une photo du livre puisse dire ça, alors que je lui ai même pas présenté cette photo de Guadeloupe dont je viens de parler, et que je mettrai sur Instagram, que les gens pourront voir. Donc oui, il fallait que je commence par cette anecdote. J'avais pas du tout prévu ça, hein. J'allais raconter de manière un peu chronologique, mais ce mot-clé là m'a quand même fait penser à ce fameux shooting là. Quel est ton souvenir d'ailleurs de ce shooting? Bon, je pense que tu me connais déjà, mais ce que je viens de raconter, c'est un peu le comportement d'un mec un peu fou qui a des idées qui viennent un peu de nulle part. Comment tu le vis ça quand je t'ai dit bah vas-y, allez, aujourd'hui on va tenter quelque chose, je sais pas où ni comment, mais on y va. Pourquoi tu me suis dans ma folie? Ben moi je suis une aventurière en fait. Donc les aventures là pour moi on part littéralement à l'aventure. En plus t'as à voir en Guadeloupe, moi je trouve ça trop génial. Parce que à la Soufrière, donc petite précision, hein, pour ceux qui connaissent, on était au Bain Jaune, la fameuse source d'eau chaude. Donc en fait c'est un environnement humide, il y a la forêt, vraiment
très très mystique comme environnement, je dirais, et j'aime beaucoup. T'as l'habitude d'y aller? Oui, j'y vais régulièrement. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une randonnée à la Soufrière. Génial, j'ai beaucoup souffert. Mais c'est vraiment... C'est physique qui part. Alors j'ai des dédicaces à Charles, mon cousin, et Will qui eux je pense qu'ils ont dû battre le record du monde de montée de la Soufrière. Il faisait pas beau ce jour-là. Ils y sont partis en t-shirt. Je crois qu'ils sont montés en 45 minutes ou un truc comme ça. Ouais. Donc après, donc ça participe aussi à cette journée. Eux, ils étaient en train de redescendre quand nous on est arrivés, et du coup, donc tout le monde était un petit peu pressé de repartir. Et c'est là où moi l'inspiration frappe et je dis non, je peux pas repartir ni de la Soufrière ni de Guadeloupe sans avoir fait ce shooting. Donc je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, mais il me faut aller à peu près 1 heure. Je vais essayer de faire quelque chose et je crois qu'en 45 minutes on a obtenu des images magnifiques dont je suis très content et très fier. Oui, pareil. Vraiment, la photo dans l'eau, même dans la source un peu en dehors du bassin, parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui se baignaient dans ce bassin. C'est ça. Donc on a des photos un peu en retrait qui sont vraiment géniales. Oui. Top. Bon, après cet épisode de Guadeloupéen qui date d'il y a quelques mois, je t'invite à remonter maintenant il y a presque 5 ans. Donc c'est le 17 juin 2021 où on a donc ce premier shooting dans le thème des masqués, qui est ce thème où je crée un masque pour révéler un peu la personnalité de la muse qui travaille avec moi. Déjà, là j'ai raconté longuement l'épisode de la Guadeloupe. J'aimerais maintenant que toi tu me racontes ce que tu as comme souvenir de comment on s'est rencontrés, comment on s'est organisé. Je t'écoute et puis on voit si nos souvenirs sont concordants. Alors, comment on s'est rencontrés? Je crois que on a discuté sur les réseaux, sur Instagram. C'est ça. Et tu m'as parlé un peu de ton projet. Donc, j'ai vu un peu ce que tu faisais et j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est que tu n'es pas photographe. Tu m'as clairement dit que tu te considères comme un artiste. Tu fais des photos, mais pas photographe. C'est pas ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, effectivement. Donc, t'as une bonne mémoire. Ouais, j'utilise la photo, oui, je fais de la photographie, mais je me considère pas photographe dans le sens où, c'est ni mon métier, ni mon activité, principale. C'est, même si aujourd'hui j'ai énormément de photos, j'ai un livre photo, etc., où on peut me considérer comme photographe, j'ai rien contre ça. C'est plus dans l'idée de ne pas avoir une case dans laquelle on m'enferme, parce que avant la photo, comme tu peux le voir, il y a des voyages, il y a de la peinture, et la photo ne vient que figer cet instant. Donc oui, je refuse d'avoir cette étiquette qui est pas péjorative du tout, mais je trouve juste que ça me correspond pas. C'est ça. Donc, plutôt artiste. Donc, on prévoit une date, on se voit, je viens chez toi et tu m'expliques un petit peu ton univers. Moi, ce qui m'avait frappé un petit peu, ce sont les tableaux que tu avais chez toi. Et moi, j'aimais beaucoup parce que en fait, il y avait pas mal de... Comment dire, je dirais pas du dessin, mais dans il y avait des, je me souviens d'une sirène, ok, oui. Je me souviens que tu avais une sirène, ouais, je l'ai sous les yeux là, mais qu'on ne voyait pas tout de suite. Il fallait vraiment regarder en profondeur et quelques masques. Moi, j'aimais beaucoup cette ambiance-là. En fait, j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, pour moi, c'est une aventure. Là, je pense que c'est la première aventure à laquelle on est parti. Je suis partie en ta compagnie. Okay. Tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé ton univers, j'ai beaucoup aimé ton calme, comment tu expliques les choses, comment tu es très calme, tu as une voix très posée qui donne envie vraiment. Donc, du coup, tu m'expliques un peu ce qu'on va faire. Vraiment, comment dire, c'était de la totale info, hein. Tu m'as clairement dit, moi qui t'inspirais un peu ce que tu ferais.
C'est ça. Donc, je me suis installée sur mon canapé et tu as commencé à te mettre à l'œuvre. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu comme si, en plus on en a rigolé, je me souviens, puisque tu me disais, bon, c'est un peu comme une séance chez le psy, sauf que je suis pas psy, on va vite le discuter. C'est ça. Et essaie de ne pas t'endormir. Ce qui est pas facile. Ce qui est pas facile, mais en vrai, nos conversations étaient tellement intéressantes que je me suis pas du tout endormie. J'avais hâte de voir ce que tu faisais et franchement, j'étais vraiment bien. Moi, j'étais vraiment bien. Et je sais pas combien de temps ça t'a pris peut-être 2 heures. Oh, je pense plus, hein. Vu le dessin que j'ai fait, ouais. Moi, je dirais plutôt en 3 et 4 heures, hein. Mais le temps passe tellement vite, je me rappelle, je sais pourquoi c'était certainement plus long, c'est que on a eu le temps d'écouter une playlist complète à moi et ensuite une playlist complète de toi aussi. Donc forcément, c'est minimum 3 heures, je dirais. Je sais que cette période-là, et j'ai des périodes comme ça dont je me souviens, je sais que cette période-là, j'étais beaucoup plus rapide. Tu m'aurais connu peut-être 3-4 ans avant pour faire autant de dessins que j'ai fait sur toi. Oui, j'aurais mis 5-6 heures facile, tu vois. Mais je sais que ce jour-là, j'avais une sorte de flow où ça sortait très 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 facilement et j'allais assez vite. Donc j'ai pas mis 5-6 heures, mais je pense que facile 3 heures, oui. Ouais. Donc oui, effectivement, je suis là, je dessine, tu vois une partie sur ton corps, mais tu vois pas forcément ce que je fais sur ton visage, le dos, etc. Donc tu me parles de cette impatience de découvrir. Pourquoi t'es impatient? Est-ce que pendant que je dessine, tu imagines des choses? Tu imagines ce que je suis en train de faire ou pas du tout? J'imagine pas. C'est-à-dire que j'imagine pas. Je me mets rien en tête. Bon, je vois un peu ce que tu fais. J'imagine pas et je suis juste impatiente de voir ce que tu m'as fait sur le visage parce qu'effectivement il y a des parties où je pouvais pas voir, par exemple le visage. Et vu que tu étais au feeling, je voulais voir en fait ce que mon visage t'avait inspiré, ce que mon corps t'avait inspiré, le haut du corps, les bras, tout ça. J'étais juste impatiente de voir parce que je suis pas partie. Tu te rappelles. Donc, je me rappelle bien, oui. Mais justement, c'est parce que je l'ai jamais ressenti, ce côté impatiente. Si dans la conversation qu'on a pu avoir ce jour-là, oui, j'ai compris qu'il y avait des choses sur lesquelles tu avais envie d'apporter des modifications dans ta vie parisienne. 2021, on était période juste post-Covid, je crois. Ouais, exactement. Donc il y avait pas mal de choses dans notamment ton univers médical qui ne te plaisait pas, on pourra l'aborder tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je te parle de ce travail avec moi. T'as parlé d'aventurière et j'attendais que tu racontes un petit peu comment t'as vécu les choses. Moi, ça s'est toujours fait de manière tellement fluide que je peux pas dire qu'il y a eu d'accro tiens, on n'est pas d'accord sur tel sujet ou je sais pas. Il y a jamais eu de soucis. On s'est toujours débrouillé pour essayer d'exprimer ce que je ressentais, ce que tu ressentais, et ça a fait de beaux projets. J'ai hâte de faire ton carrousel Instagram parce qu'il y a tellement de photos à mettre dedans. J'attends. Je vais raconter quelques petites anecdotes. Il y a un truc particulier, donc tu parlais de ce truc de modèle. À quel moment tu commences la photographie? Alors, je commence la photographie en 2019. D'accord. En 2019, parce que clairement, pour moi, la photographie, ça a été de la photothérapie. Photothérapie, c'est intéressant. Et pour moi, c'était de la photothérapie parce que je voulais me réconcilier avec mon corps. Je voulais me réconcilier avec la vision que j'avais de mon corps. Et c'était surtout dans le but d'avoir plus confiance en moi, hein, parce que vraiment, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi dans ma vie. Et j'ai compris que pour aller plus loin, il fallait vraiment que je gagne en confiance parce que du coup, ça n'allait pas.
Ok, là je suis obligé de marquer une petite pause. Je pense à tous les gens qui vont écouter ça, qui vont voir la petite photo qui est associée et qui vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, elle est complètement malade, c'est quoi ce délire? Elle se fout de nous. Donc revenons un peu en arrière et explique-nous comment se matérialise ce manque de confiance. À quel moment tu te dis je suis pas à l'aise avec moi, avec mon corps, mon image? À quoi c'est dû? Comment ça commence? Ben, ça commence très très tôt. Ça commence très très tôt dans ma jeunesse, jeunesse, parce que je suis toujours jeune. Oui. Ça commence à l'école. Ça commence à l'école par le regard des autres, par des regards qui te font te sentir pas suffisante, pas assez, ou voilà. Ça commence à cette période et je commence à intégrer dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, que je suis pas bien en fait, que je suis pas bien comme je suis, que mon corps il est pas bien, que voilà. Et du coup, ça crée un manque de confiance en moi, parce que du coup, j'ai tendance à me cacher. Ouais. J'ai tendance à vouloir plutôt rester très discrète, rester en coulisses, alors que je fais 1m75, je suis très grande, donc on voit de loin. Bien sûr. Déjà. Déjà à l'école, je faisais déjà partie des plus grandes. Donc on me voit de loin et il y avait une incohérence entre le fait que je me cache alors que je suis très visible, voyante. Ouais. À quoi tu attribues ces remarques? C'est quoi? C'est des notions de colorisme? C'est quoi le problème? Alors non, on va aller dans le vif du sujet. Je suis dans une communauté noire, on est en Guadeloupe. Ouais. Ce qui est acceptable pour une femme, pour une jeune fille, c'est qu'elle soit bien en chair, c'est qu'elle soit voluptueuse. Et moi, j'étais filiforme, j'étais grande filiforme. D'accord. Donc, pas intéressante pour les garçons, ou bien même pour les filles, parce que du coup, il faut créer une bande de copines qui est jolie, et toi, c'est pas assez, voilà. Et du coup, on te met à l'écart. D'accord. Exactement. Et c'est des choses qu'on te dit textuellement, ou c'est des choses que tu ressens plutôt? Certains camarades, entre guillemets, me le disaient clairement, parce qu'ils n'avaient rien à faire. C'est beaucoup de choses que je ressentais par rapport aux filles. Je dirais même dans ma famille, du côté de mon père aussi, on me comparait souvent à ma sœur du côté de mon père, qui était entre guillemets comme il fallait. Donc j'étais beaucoup comparée aux autres et oui, d'accord. Voilà. Comment tu le vis ça? Comment tu arrives à est-ce que tu l'exprimes à quelqu'un, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu te renfermes? Comment tu vis cette période? Je me renferme complètement. Je me renferme complètement. Je marche avec les gens qui me voient au-delà de mon apparence. Je fais ce que j'aime. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'avance. Et donc tu parles de la photo comme une discipline, ou en tout cas une activité thérapeutique. Comment tu en arrives là? Parce que c'est quand même le grand écart, puisque tu me dis je me cache, mais d'un coup tu te caches plus là du coup. Comment ça arrive? Qui te propose? Est-ce qu'on te propose un projet? En réalité, pour tout te dire, c'est un ex-compagnon qui me dit mais en fait tu es très photogénique, vraiment tu passes super bien à l'image et tout, est-ce que ça te dit pas de faire de la photo?
Donc moi, pour mon lancement, je ne connais pas du tout cet univers. C'est pas mon univers, donc on regarde un peu et tout. Je trouve ça sympa, mais sans plus. Parce que c'est vrai que vu que j'étais grande et filiforme, on a toujours voulu m'associer au mannequinat. Et moi, ce que j'ai toujours réfuté, parce que j'avais, entre parenthèses, je fais une parenthèse, j'avais toujours tendance à aller à l'inverse de ce que tout le monde voulait pour moi. Donc, comme tout le monde me voyait dans le mannequinat, enfin tout le monde, les gens bienveillants envers moi, en tout cas, me voyaient dans le mannequinat, je disais non, ça m'intéresse pas. Tout le monde veut ça de moi, moi c'est pas ce que je veux, ça m'intéresse pas. Donc en fait lui il revient un peu avec ça, mais en tant que modèle photo, parce qu'il y a beaucoup de mannequins qui font de la photo. Ouais. Et je découvre cet univers, je me dis ouais pourquoi pas, mais voilà, sur le coup ça m'intéresse pas trop. Et ensuite je tombe sur des photos de nu, de topless. Et là, je me dis, mais en fait, c'est intéressant ça. La modèle, elle a osé se mettre à nu comme ça. Je trouve ça génial. D'accord. Et du coup, je me dis, ben en fait, finalement, je vais bien essayer. Et je commence par faire du nu. Ouais, donc toi, tu fais le grand écart, quoi. Exactement. Je me cache je cache plus rien. C'est ça. C'est-à-dire que là, je décide de faire un grand saut et d'aller jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, tout le monde énormément de personnes m'ont demandé pourquoi du nu, pourquoi ça tout de suite. Mais parce qu'en fait, je me suis tellement toujours cachée que là, j'ai décidé de me montrer à nu, de me voir comme je me vois devant un miroir après la douche. Et je voulais me voir telle que j'étais. Est-ce que, là tu parles de te voir tel que tu es, de voir l'image qu'il y a dans le miroir, est-ce que malgré le regard des autres qui, on l'a compris, a quand même fait pas mal de dégâts, est-ce qu'au fond de toi, tu es OK avec toi-même? Est-ce qu'au fond de toi, tu te trouves belle? Parce que là, tu décides de passer comme ça en face de l'objectif et d'aller carrément toute nue. Oui, au fond de toi, comment tu te sens avec toi-même? Ben, du coup, à cette période, on parle toujours de cette période. À cette période-là, j'aimais bien mon visage. Je trouvais que j'avais un joli visage. Ok. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord. Donc, du coup, faire la photo et faire du nu, du coup, ça m'a permis, en fait, de me regarder comme j'étais, de m'accepter comme j'étais. Et finalement, à force, je commençais à me dire, mais en fait, mon corps, il est bien, en fait. D'accord. Donc, c'est après les séances de photos. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ton regard à toi-même sur les photos, les clichés, ou alors c'est les réactions des gens quand ils voient les photos, qui te mettent un peu la puce à l'oreille et qui te font changer d'avis? Alors, c'est mon regard sur les photos, mais je vais pas mentir, il y a aussi un peu du regard des autres. Parce que du coup, j'étais très dans l'observation de parce que du coup, j'ai fait le nu, mais du coup, j'ai créé une page Instagram, sur laquelle j'ai posté une photo, les photographes postent les photos. Et j'observais un peu, et en fait, les gens confirmaient un peu ce que je pensais. D'accord. Du coup, c'était plutôt cool, en fait. C'était plutôt sympa. Les photos sont belles, joli corps, oui, du coup, ça fait du bien. Mais vraiment, la première chose, c'était me voir moi aux yeux des autres, mais sans intégrer les autres. Au premier abord, c'était ça. Et ensuite, j'ai commencé à prendre en compte un peu les commentaires des personnes qui tombaient sous les photos, quoi. D'accord. Est-ce que tu as eu des revirements, des gens qui peut-être se sont moqués de toi à une époque, qui te considéraient pas et qui d'un coup là te découvrent sous un autre jour et qui font des commentaires, qui découvrent... Bien sûr. T'as quelques exemples comme ça à nous donner?
Ben, je dirais beaucoup de garçons avec qui j'ai grandi et qui sont tombés sur les photos me disent ah ouais mais J'avais tu es pas vu jolie. ça. Ouais. Nanana. Sauf que maintenant ben ton avis ne compte plus. Donc ok cool que tu aimes bien voilà bisous. Ouais. Est-ce que ça c'est satisfaisant de vivre ce revirement? Pour le coup c'est satisfaisant. Mais à ce moment-là, je suis à une autre étape de ma vie et je ne dirais pas que je regarde ces gens-là de haut, mais pour moi, on n'est plus au même niveau, on n'est plus au même stade et même si ton avis est positif, ça me touche plus. Il y a même pas un sentiment de revanche, quoi. T'es passé à autre chose. Pas du tout, franchement pas du tout. Ok. T'as utilisé ces mots-là, aventurière. T'as parlé aussi du fait d'aller à contre-courant. Qu'est-ce qui nourrit cet aspect un peu rebelle là? Ben, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, ben, en fait, je suis un peu rebelle. Et je pense que je l'ai toujours été. Je pense que je l'ai toujours été. Je n'aime pas suivre la masse. Ouais. Je n'aime pas suivre la masse. En fait, je pense que comme je n'ai jamais été inclus entre guillemets dans la masse, du coup, ben, j'ai pris pas à contre-courant et j'aime pas suivre en fait. Tout le monde va à gauche, mais pourquoi vous allez tous à gauche? Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas parce que vous allez tous à gauche que je vais y aller aussi. Je vois pas l'intérêt. Moi, je vais à droite. Voilà. Donc, en fait, le fait d'avoir été mise à l'écart a finalement nourri ta singularité et t'a fait apprécier ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être seul et spécial. Exactement. Ok. Bon détour. Revenons donc ce fameux jour où on a fait un long détour, hein, mais je suis toujours en train de dessiner et tout ce que tu me racontes là, effectivement, je le vis et je suis en train de le dessiner sur ton corps. Et puis à ce moment où tu découvres l'œuvre et notamment tu découvres ton masque, qu'est-ce que tu vois? Tu parlais tout à l'heure de l'image dans le miroir. Quand tu regardes dans le miroir et que j'ai fini de travailler, donc juste avant de shooter, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu vois un personnage? Comment tu vis les choses à ce moment-là? Franchement, j'ai eu l'impression d'être révélée, mais en même temps d'être masquée. Enfin, c'est comme si tu m'as masquée avec une partie de moi-même. C'est ce que j'ai ressenti. Et c'est là où se trouve aussi la révélation. Parce que du coup, je vois une guerrière, je vois une sorcière. Et j'aime bien en fait ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est un peu étrange c'est-à-dire que je suis déguisée en moi. En fait, d'une certaine façon. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette formule là. C'est très beau. Je suis déguisée en moi. Je note. Moi, ce qui m'a frappé. Alors c'est pas tout de suite parce que effectivement c'est moi qui dessine donc moi je vois tout. Mais c'est que donc tu vois dans le miroir, tu t'arranges un peu les locks tout ça, tu regardes un peu comment tu vas commencer à poser et puis là tu parlais de spirituel, de mystique. Là je me dis non, il y a un truc qui est en train de se passer là. La personne qui pose en ce moment, c'est pas avec elle que je parlais il y a 5 minutes. Ce que je vois dans mon appareil photo, c'est pas celle qui est à côté de moi. Comment tu expliques ça? Ben, en fait, c'est peut-être bizarre, mais je me suis rendu compte qu'en faisant du nu, j'étais très à l'aise. C'est comme si le fait d'être nu, j'étais plus cachée en fait. J'étais moi. Il y a une espèce de fluidité, je sais pas comment expliquer, mais derrière l'objectif, j'ai l'air d'être très confiante, tu vois, il y a une partie de moi qui ressort et qui est très à l'aise avec elle-même. Ouais. Et je pense que c'est ce que tu as vu en fait. Ouais. Est-ce que toi tu ressens
ce switch-là, cette transformation, ou alors c'est quelque chose qui prend, entre guillemets, possession de toi assez naturellement? Est-ce que tu sens une bascule? Je sens une bascule, mais je sens que c'est naturel, en fait. Parce que je ne suis pas choquée de moi, je ne suis pas surprise. Et en même temps, franchement, c'est des sentiments très paradoxaux. Parce que je ne suis pas surprise et en même temps, je me révèle en fait à moi-même d'une certaine façon. Ouais. Et je saurais pas comment le décrire mieux qu'avec des images. C'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à créer ce format-là de cette conversation, parce que ce travail visuel est basé sur énormément de conversations qui sont privées, du coup, puisqu'elles se produisent en général soit avant, soit pendant le shoot, et que moi je traduis avec des images. Mais j'ai tellement entendu d'histoires et vécu d'histoires et vu de transformations extraordinaires que finalement c'est comme si il fallait un complément à ces images-là. Donc quand je fais le livre, je décide d'y mettre très peu de mots. J'ai un avant-propos où j'explique un petit peu quelle est ma démarche, etc. J'ai quelques mots-clés qui viennent ponctuer le livre et qui expliquent un peu toutes les sections. Donc je parle de déesse, c'est pour ça que ça me fait rigoler le mot nymphe, par exemple. Je parle de muse, de mystère, de magie, etc. Donc des mots très aussi puissants, spirituels, et donc qui me permettent de classer un peu tout ça. Et je sais même plus où je voulais en venir, mais bon, le truc c'est que quand je fais ce livre avec très très peu de mots, je me dis déjà que ça va vivre avec une exposition. J'aurai un peu plus le temps d'expliquer cette démarche-là. Ça va vivre avec peut-être un documentaire. Ou pareil, je vais rajouter de la parole pour essayer d'expliquer ce que je fais. Et puis au final, je me dis ça va vivre avec une série d'interviews aussi avec les muses pour qu'elles puissent raconter leur histoire, parce que moi je la raconte à ma façon, mais tout ce que tu viens de nous dire sur mais finalement tous ces actes fondateurs qui créent ta personnalité, moi je le capte en quelques heures, mais c'est encore mieux quand c'est toi qui le racontes, parce que on peut pas soupçonner ça quand on se base juste sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où effectivement je vois une photo de toi, je dis waouh, c'est qui ce personnage là, j'ai absolument envie de l'avoir devant mon objectif, sans me dire ah ben tiens, ce personnage, il y a un moment donné dans sa vie où elle pouvait pas se voir en peinture parce que tout le monde lui disait qu'elle était pas belle, pas assez, j'ai retenu ce truc là, pas suffisante. Et après toutes nos conversations, il y a ce truc de extra, ce mot extra là qui est notre petit mot clé, où justement tout ce que je ressens de toi, c'est ce qui est au-delà du normal, et que j'ai ressenti la première fois, donc pas pendant notre conversation, pas quand tu te regardais dans le miroir, mais quand j'ai commencé à shooter, là, je me suis dit ah, il y a un truc en plus là que je suis en train de voir, que j'avais pas forcément vu, j'ai jamais peut-être ressenti, mais là je le vois s'exprimer. J'avais quand même besoin de te le dire et d'essayer de comprendre si toi-même tu ressentais ça et comment ça se manifestait, quoi. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce premier shooting là? Donc tu m'as parlé de transformation, de révélation. Est-ce que ça a changé quelque chose de particulier dans ton approche de la photographie? Oui, ça a changé quelque chose, puisque je pense que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais là j'ai senti qu'on a fait de l'art. Là j'ai senti que j'étais une œuvre d'art, très clairement, et j'ai senti que il fallait vraiment que j'apprenne à me connaître plus, parce que tu m'as révélé des choses là, et que il fallait que je fouille, il fallait que je sache vraiment, il fallait que je me pose des questions, il fallait que j'ai une discussion avec moi-même à l'intérieur, au fond là, parce que vraiment tu as mis le doigt sur quelque chose là, il fallait absolument que je fouille en fait. D'accord.
Et comment ça se matérialise, ça? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis je fouille? Et ben, je passe du temps seule, sans réseaux sociaux, sans téléphone, sans musique, sans rien. Je réfléchis à mon expérience de vie. Je médite un peu, hein, très clairement. Je réfléchis à ce que je veux, je réfléchis à ce que je suis. Vraiment, ouais. Est-ce que ça concorde avec toute cette réflexion sur l'aspect professionnel? Donc on en a parlé très rapidement au début, mais c'est le Covid qui a frappé, qui change un peu la vision de l'univers médical. Raconte-nous un peu ta vie à ce moment-là et comment ce questionnement dont tu viens de parler vient jouer avec tout ce qui se passe à ce moment-là. Ben, vraiment, à cette période-là, Covid et tout, parce que j'ai travaillé un peu en Guadeloupe. Et c'est juste après, je suis retournée en France et c'est juste après qu'on s'est vus. Mon expérience en Guadeloupe, à ce moment-là, en vrai, ça a été, puisque moi, j'ai pas senti le Covid, j'étais infirmière, donc je pouvais sortir, travailler tranquillement. Je n'étais pas confinée comme les autres, donc ça, je l'ai très bien vécu. Mais le travail en lui-même, vraiment, on se rendait vraiment compte du manque de reconnaissance qu'avaient les soignants. D'accord. On le savait, c'est-à-dire qu'en études, on s'en rend compte. On s'en rend compte en études, mais le fait de le vivre, vraiment, là, on n'était pas en stage, là, on travaillait. Et on sentait qu'on devait dédier nos vies à nos patients et à notre travail. Ça a été vraiment dur pour moi, en fait. Parce que les applaudissements tous les soirs à 20h, c'était sympa, hein, mais c'était pas... Ouais, moi je t'avoue, j'ai jamais fait ça parce que j'ai trouvé ça très hypocrite. Oh là là. Et du coup, ouais, je voyais mes voisins avec mon beau vis-à-vis se lâcher. C'était un petit moment où les enfants pouvaient ouvrir la fenêtre et voir des visages humains, tu vois. Mais moi, je restais calé tranquillement en attendant les chiffres de la mortalité en France. Quelle époque! On a l'impression que c'était il y a 20 ans, mais c'était pas il y a si longtemps que ça. Ouais. C'est ça, c'était il y a si longtemps que ça, et en même temps, ça date un petit peu. Ouais, ça commence à dater, mais quand même, je pense que ça a changé beaucoup de nos modes de vie, en tout cas nos modes de réflexion et nos recherches, tu vois, quand je te parlais de ta mission de vie, etc. Tu parlais de reconnaissance. La reconnaissance, pour toi, elle est quoi? Elle est financière? C'est quoi? Oui. Totalement. À ce moment-là, pour moi, la reconnaissance est financière. Que les patients guéris soient contents de rentrer chez eux, les familles sont contentes de revoir le membre de la famille qui est malade qui rentre à la maison, c'est génial. Franchement, ça fait du bien au cœur, en fait. Vraiment, c'est à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais on parle de nos pères. Nos pères, pour moi, il n'y avait pas de reconnaissance. Hein. Il fallait absolument être là. Moi, j'avais la sensation que je n'avais pas le droit d'avoir une vie privée. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Hein. Comme je te disais, j'ai bossé à l'hôpital en Guadeloupe avant de revenir à ce moment-là. Parce que du coup, je suis retournée en France puis je suis retournée en Guadeloupe. Ouais. À ce moment-là, dans l'hôpital où je travaille, on a une nouvelle directrice des soins. Donc, la dame, elle vient se présenter dans tous les services pour se faire connaître par ses agents. Donc, elle discute, elle est là, elle nous parle un peu. Et à un moment donné, la dame nous dit que nous devons faire passer notre travail avant notre vie privée. Elle a littéralement dit ça. Je n'exagère pas. D'accord. Ok. C'est un concept. Elle a littéralement pas. Alors moi, je ne lui ai rien dit à elle. J'en ai pas parlé avec une collègue sauf une, mais j'étais vraiment indignée. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Parce que moi, à cette période-là, et c'est toujours le cas,
Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas encore fondé ma famille et c'est hors de question que le travail m'empêche de faire ça. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était hors de question. Je trouve que la vie est déjà assez compliquée, ok, pour trouver un partenaire, pour trouver le bon partenaire et puis fonder une famille avec, etc. Pour que le travail en rajoute une couche. Ouais. Tu comprends. Donc, je me suis dit que moi, j'étais une jeune infirmière et non, c'est pas possible. Donc là, à ce moment-là, je commence à me dire que en fait, je vais leur donner 1 an de ma vie, mais c'est tout. Après, je me tire. C'est pas possible. Je refuse. Et la collègue avec qui j'en ai parlé, elle est venue en Guadeloupe, parce que du coup, c'est une Française. Elle était venue en Guadeloupe pour bosser parce que son chéri était interne. Et quand elle a entendu ça, elle m'a dit, en fait, moi, je vais pas rester ici. Je vais partir aussi. C'est pas possible. Okay. Donc, du coup, je suis partie, comme prévu, au bout d'1 an. Et je suis retournée en France. J'ai travaillé énormément, exclusivement en intérim, et ça me plaisait trop bien. Ouais. Moi, j'en ai profité pour glisser plein de shoots. Mais oui, parce que du coup, à ce moment-là, en intérim, je gère mon temps. Ouais. J'accepte les missions que je veux, quand je veux. Et en plus, comme c'est de l'intérim, j'étais plus payée que si j'avais pris un CDD dans un hôpital quelconque. Ouais. Donc, financièrement, tu te retrouves un peu mieux. Voilà, je me retrouve un peu mieux. Le fait de gérer mon temps, j'avais cette liberté que j'adore. Ouais. Je vivais bien, correctement, c'est-à-dire que je travaillais quand même suffisamment pour pouvoir subvenir à mes besoins, naturellement. Mais le fait de pouvoir gérer mon temps et de découvrir différents secteurs et travailler à gauche à droite, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Donc j'ai fait que ça. Et du coup, quand tu le racontes comme ça, bah c'est exactement ce que tu m'as raconté au moment où on s'est vu. Donc je me dis bon voilà, elle est dans le rythme qui lui va bien. Et puis ensuite tu m'annonces je repars. C'est quoi encore ces petits mouvements de rébellion là? Explique-moi. Ben, j'ai eu un petit changement dans ma vie privée, donc je me suis dit là, inutile de rester en France, et je repars chez moi en Guadeloupe. Parce que la France, c'est sympa pour faire de l'argent, mais moi, il me faut de la végétation, il me faut du soleil, je suis une fille du soleil, il me faut du soleil, il me faut la mer, il me faut la rivière, donc voilà. Ouais. J'ai dit que là, je repartais, et cette fois pour de bon. Ah, c'était pour de bon, parce que dans mes souvenirs, c'était je vais voir et puis je vais revenir. Oui, alors évidemment, je me suis fait pas mal d'amis en France et une famille. Ouais. Et en fait, je me suis dit que j'allais revenir pour voir mes gens, c'était sûr. D'accord. Et il faut savoir que j'aime manger. Et j'ai été manger à des endroits où je me suis dit, mais en fait, si je reviens en France, c'est pour voir mes gens et pour manger. Pour manger. C'est un bon programme. Donc, je me suis dit que je reviendrais. Mais de fil en aiguille, je suis pas encore revenue. Voilà, donc, ça voilà. C'est ce dont je me suis plaint au début de l'émission, en disant, voilà, tu m'as obligé à sauter dans un avion. Non, j'exagère, mais oui, effectivement, depuis que t'es parti, ça fait combien de temps que tu es en Guadeloupe, là? Je sais plus, ça fait 2-3 ans, là. Ouais, le temps passe vite. Comment ça se passe, là? Comment ça se passe maintenant? Tu m'as parlé de plein de choses que tu étais en train d'essayer de mettre en place. Comment ça se passe? Comment vas-tu? Ben, je vais très bien. Là, j'ai décidé de me former en naturopathie. Une formation très bien, qui est en train de finir. Du coup, moi, je me considère... on nous a amené à déjà nous considérer comme des naturopathes. Donc, c'est ce que je fais. Je me considère déjà comme une naturopathe. D'accord. Dans ma formation, j'ai eu la possibilité de me former au massage californien, à la réflexologie plantaire. Et en fait, plus j'entre dans cet univers et plus j'aime. Alors, je savais que je rentrerais, mais le fait d'être dedans, je me dis oui, vraiment là, je suis bien. Parce que en vrai, la santé, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que de base, je suis infirmière. Et là, la santé avec le bien-être, ben, c'est ça.
Pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu définirais donc cette discipline de naturopathe? Ben, la naturopathie, c'est une discipline qui prend énormément de choses en compte. On va prendre en compte ton environnement dans lequel tu vis. On va prendre en compte ce que tu manges. On va prendre en compte ton stress, ton environnement, ton travail, ta vie de couple, ta vie de famille. On va tout prendre en compte. Il y a des gens qui ont des douleurs physiques, mais en fait, elles peuvent être émotionnelles. Ouais, je confirme. Quand tu as mal quelque part et que tu fais des radios, tu fais ceci, tu fais cela, le médecin ne trouve pas la cause de ton mal, il te donne juste des antidouleurs pour te faire rester tranquille, entre guillemets. La naturopathie vient et commence à te demander comment tu te sens en réalité. Comment tu te sens dans ton environnement. Et vraiment, c'est une vision globale, une vision holistique. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Dans un futur proche ou moins proche, qu'est-ce que tu visualises toi comme activité? Si je te projetais dans un futur rêvé, comment se constituerait ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Oh là là. Alors moi, ce que je vois pour moi dans un futur rêvé, c'est moi naturopathe avec dans mon petit cabinet. Je fais des consultations, aussi des massages, prof de yoga aussi. Okay. Je travaille avec les enfants, je travaille avec les adultes, je travaille avec tout le monde en fait dans le mieux-être. En utilisant tout ce qu'on a chez nous en Guadeloupe. Ok. Et la photo dans tout ça? La photo dans tout ça. Dans la photo, ça serait mon petit plaisir à moi. Ok. Mon petit plaisir, moi pour moi, pas forcément mélangé à ma pratique. Parce que ma pratique, c'est moi pour et avec les autres. Ouais. Et la photo, ça serait seulement pour moi. Voilà. Okay. Très bien. Et tu te verrais pas... J'imagine, hein, je brainstorm en même temps que je te parle. Je vois à quel point la photo t'a permis de te mettre en face de la personne que tu es, de découvrir ton côté extraordinaire, le fameux extra dont on a parlé. Est-ce que tu penses pas que tu pourrais tomber sur des patientes qui auraient le même parcours, le même besoin et à qui tu pourrais donner des conseils justement pour essayer de se voir autrement? Est-ce que tu jouerais pas un peu le rôle que j'essaie de jouer de temps en temps, de montrer une image à la personne qui puisse, sans être dans... on se décrète pas thérapeute comme ça, mais cette volonté d'offrir une alternative, parce que tu as parlé d'holistique. Et dans l'holistique, il y a aussi le regard qu'on porte sur soi-même. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose, ton propre parcours, qui puisse venir inspirer d'autres personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, à dépasser peut-être des traumas de la jeunesse ou des choses comme ça? Alors oui, effectivement, mais c'est vrai que je pense pas que je me prendrais comme exemple, mais vu que je connais des photographes, de très beaux photographes, notamment un qui est devenu mon ami, et éventuellement, si je pense que ça peut correspondre à la personne, oui, je pourrais lui proposer, éventuellement lui parler de moi, mais c'est pas la première chose que je ferais. Me prendre comme exemple, il faudrait vraiment que l'histoire de la personne me touche et que je me reconnaisse en elle pour aller jusque là. Pas forcément te prendre un exemple, mais tu vois, le fait juste sans dire que c'est toi et dire que c'est quelque chose que tu as expérimenté personnellement, la mettre sur cette piste-là, c'est pas, tu vois, tu es pas obligé de dire que tu l'as fait toi-même, mais c'est juste que tu sais que ça marche, quoi. Comme j'imagine que en tant que naturopathe, il y a des choses que tu essayes, tu parlais de se soigner soi-même avant de soigner les autres, il y a des choses que tu essayes et que tu confirmes avant de prescrire entre guillemets aux autres, quoi. Et là, pour le coup, tu sais que ça a marché.
Effectivement, mais du coup, en tant que naturopathe, en tant qu'apprenante, Mhm. je découvre de nouvelles méthodes D'accord. et que j'essaye Mhm. aussi Mhm. pour moi. Et je pense que j'irai d'abord vers ces méthodes-là avant de passer par la photo. Mais je pense que si je trouve que ça ressemble à la personne, que ça pourrait lui plaire, que ça rentre vraiment que c'est nécessaire en fait, que cette personne se voit pas seulement via un miroir pendant 5 minutes, mais sur une photo, de se mettre dans des conditions où tu poses, où tu es là, tu es vraiment toi, je pense que oui. Mais avec tout ce que j'ai appris, je sais pas si c'est la première chose que je ferais. Ouais, je vois. Aujourd'hui, quand tu revois donc ces clichés de notre première séance, qu'est-ce que ça t'évoque Là, tu as eu un mot-clé qui venait de quelqu'un d'autre. Si toi-même tu devais en mettre un, ça serait lequel? Euh... Je sais pas s'il y a un mot qui existe pour couvrir tout ce à quoi je pense. Mm-hmm. Bon, tu peux en donner plusieurs. Hein. On n'est pas limité ici. Attends, je réfléchis. T'as du mal à te décrire. Oui, j'ai du mal. Allez, je vais dire mystique. Ok. Je trouve que ça couvre à peu près tout ce à quoi je pense. Super. Il y a plusieurs petites choses. Donc, je t'ai posé plein de questions. Celle qui m'importait vraiment, donc c'était qui tu es, comment aujourd'hui ça va. J'ai l'impression que tout va bien. On a fait un peu le tour de... Oui, tu vois, le fait de refaire le plan dans ma tête, il y a quelques petites anecdotes. Donc j'ai parlé du premier shooting, j'ai parlé du dernier. Entre les deux, il doit y en avoir 3 ou 4 autres, je pense. Je sais qu'à chaque fois, c'est bon, au fait, ça fait un petit moment là qu'on n'a rien fait. Quand est-ce qu'on se voit pour un shoot? J'ai tel projet qui est en cours que j'ai pas encore fait avec toi. Et puis un jour où tu débarques et puis je dis attends, bouge pas, je vais aller dans la cuisine, je vais trouver un petit truc. Et je vais chercher du film plastique. Est-ce que tu te rappelles de ça? Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je sais que t'es une grande aventurière, mais raconte-nous ce qui te passe par la tête quand je te raconte que je vais faire ça. Franchement, à partir du moment où on se dit qu'on va faire quelque chose ensemble, moi je suis déjà dans cette vibe où je suis ouverte. Donc là, je suis déjà ouverte. Je me dis, ok, du film plastique, ok, je pense que je vois là où tu veux en venir, on va faire. Ouais. C'est pourquoi je te pose la question. J'ai fait un shoot récemment et donc j'ai eu une conversation avec la personne sur Insta. Et donc tu me connais, moi je dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire toutes mes inspirations, ce que je vois de la personne, etc. Ça peut être assez déroutant, on se dit mais c'est qui ce personnage-là qui vient, qui commence à me parler de ma vie, de machin, etc. Tu vois. Et donc la personne m'avoue après que bon, il y a quand même une pensée à un moment donné, mais est-ce que c'est pas un mec qui t'attrape et qui prélève tes organes, etc. Tu vois. Donc je rigole et en même temps je dis ah tiens, faudrait que je lui montre les photos où j'emballe des femmes dans du film plastique. Là, elle pourra se dire, oui, c'est vraiment un taré. Donc, c'est à ça que ça me faisait penser. Comme je disais, je t'ai posé plein de questions. Je suis ravi d'avoir pu permettre que tu puisses t'exprimer, que les gens découvrent la personne qui se cache derrière toutes ces photos-là. Encore une fois, je vais les remettre sur Instagram. J'ai un événement qui arrive bientôt là, donc c'est une lecture du livre avec des discussions. Bon, t'as pas voulu prendre ton billet d'avion, ça sera pour la prochaine.
Mais voilà, l'objectif de ce livre, c'était aussi de faire découvrir un peu, comme je te disais, toutes ces histoires. Ça passe aussi par le podcast et ceux qui écoutent aujourd'hui en savent un peu plus sur toi. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder? Est-ce que tu as des questions que tu aimerais me poser? C'est ton espace là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais revoir? Franchement, on a déjà parlé de tellement de choses, je sais pas. Hein. Je trouve qu'on a une facilité à discuter et à rentrer un peu dans le fond des choses que avoir une question là maintenant, non. Bon, si t'as pas de questions, il y a une petite tradition dans cette émission en général. Donc la personne est avec moi dans la pièce. Et ce que je fais, c'est que je quitte la pièce et je lui laisse une antenne libre pour pouvoir laisser un message au micro. Le message, il s'adresse à qui tu veux. Tu parles de ce que tu veux. Là, je peux pas quitter la pièce parce que tu vas pas pouvoir me rappeler après. Donc, ce que je vais faire, je vais juste enlever mon casque. Je vais te laisser parler et comme on est en visio, dès que t'as fini de laisser ton message, tu me fais un grand geste et je reprends mon casque. Donc, antenne libre, je te laisse une petite minute et puis ensuite, on a quelques petits rituels. Tu as vu qu'il y avait un mot-clé qui t'attendait. Donc, je vais te montrer une photo, tu vas laisser un mot-clé pour la muse qui va te succéder. Et ensuite, on finit en musique avec un petit morceau de ton choix. Donc, c'est parti. Antenne libre, je me débranche et puis je te laisse. Et quand t'as fini, tu me fais signe. Ok. Alors, eh bien, à tous ceux qui écoutent, j'ai pas grand-chose à dire. Sauf apprenez à vous connaître, apprenez à passer du temps avec vous-même, parce que sachez que vous vous suffisez à vous-même premièrement pour être bien avec les autres, avec les gens que vous aimez, vos amis, vos proches, votre famille. Vous devez vous aimer d'abord, vous devez être bien avec vous-même d'abord. Voilà, c'est très très important. C'est très très important que vous soyez bien avec vous, votre esprit, dans votre corps. Voilà, c'est ce que j'aurais à vous dire. Bisous. Alors ça y est? Ça y est. Ok, super. Comme promis et entendu, je vais te montrer quelque chose. Je te laisse le temps de regarder et de me dire ce que cette photo t'inspire. Honnêtement, non, mais en vrai, il y a un mot qui m'est venu tout de suite. C'est guerrière. J'avais l'impression de voir une Amazon du film Roman King. Wow, ok. Voilà. Écoute, voilà. Je lui dirai ça. En principe, on enregistre dans pas longtemps, donc je lui dirai ça. Je vais voir comment elle réagit à ce mot-là. Très intéressant. Ok. Merci beaucoup pour le temps que tu viens de m'accorder. Merci pour tout le temps que tu m'as accordé sur ce paquet de shoots qu'on a pu faire. Ces expériences toujours très révélatrices, transformatrices. Ça m'a appris ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma mission de vie, sur mes capacités. Le dernier shoot en Guadeloupe, j'en avais vraiment besoin, plus qu'envie. Et ça a relancé un peu la machine, c'est-à-dire que ça a mis au centre ce qui était important, c'est-à-dire cette dimension qui dépasse l'esthétique, qui peut être spirituelle. Tu parlais de cet endroit, c'est comme si l'endroit me parlait et qui me révélait des choses qu'il fallait que je dessine. Et comme je te disais, pourtant j'étais pas dans les meilleures conditions, mais en 45 minutes c'était plié et ça vaut tout ce qu'on a pu faire en 4 heures, tu vois. Voilà. Donc c'était quand même assez puissant et je suis heureux d'avoir pu partager ça avec toi. Il fallait absolument qu'on ait cette conversation et que je puisse la partager aussi avec nos auditeurs, parce que il y en a un paquet qui voit les photos. J'ai exposé une des photos à Amsterdam il y a quelques
quelques Ouais. semaines et pareil, c'est qui cette femme, etc. Cette femme qui se cachait. Donc voilà, c'est intéressant que les gens sachent que avant d'en arriver là, il y a des parcours de vie qui sont pas forcément toujours assez simples, mais que avec un peu de clarté, la volonté de se regarder en face, on découvre son côté extraordinaire et on peut l'embrasser complètement. Donc voilà, pour finir, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit morceau de musique avec lequel je vais conclure cet épisode. Alors, pour me permettre de réfléchir déjà, déjà, je veux te remercier à toi aussi de m'avoir donné cet espace pour parler de moi, de ce que je vis, de ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu ressentir, parce que ça fait du bien aussi, en vérité. Parce qu'en plus, j'étais émue parfois par rapport à certaines choses et c'est sympa. Merci aussi pour tout ce que tu fais. Franchement, tu as une bienveillance extraordinaire. Merci beaucoup. Franchement, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que sache que il y a des personnes avec qui je n'ai pas travaillé parce que en fait, je ressentais pas l'énergie. Je vais dire ça comme ça. Et avec toi, je me sentis à l'aise tout de suite. Donc c'est vraiment génial. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, le morceau qui me vient en tête, j'ai plusieurs et j'ai dû choisir, mais je choisis celui-là. C'est une chanson de Tony Jones, ça s'appelle Take Up Spaces. Je m'appelle Anaï Jali et j'ai été démasquée. I hype me up, I gas me up, I hype me up, I gas me up, I hype me up, I gas me up. Take up spaces, got my room with this. Take up spaces, I got my room with this. I'm a trip for this, they cannot resist. The space is on abyss. Take up spaces. I hype me up, I gas me up, I hype me up, I gas me up, I hype me up, I gas me up. Take up spaces, got my room with this. I'm a trip for this. The space is on abyss.